Vous avez des grèves spontanées dans toutes les entreprises de France. Les Folies Bergères étaient en grève, le BHV était en grève, la Samaritaine était en grève. Moi, je me souviens, à l'époque, j'avais 11 ans. Ça a été pour moi, mais un choc incroyable. On se promenait dans Paris. C'était une ville qui était à la fois arrêtée, mais c'était une ville qui était en même temps en incendie. Les gens se parlaient à tous les coins de rue. Les vieux, les jeunes, le type qui bossait dans l'industrie, le type qui bossait dans les magasins. C'est-à-dire qu'on vivait une transmutation des émotions, une transmutation des perceptions. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les gens ne revendiquent rien. Les syndicats vont venir les enfermer dans des territoires de revendication, mais les gens, ça ne les intéresse pas. Les gens, ils sont en train, dans une parole collective, dans un mouvement généralisé, dans un incendie à la fois social et, je dirais même, érotique, parce qu'il y a une joie érotique radicale à redéfinir l'espace. Tout se redéfinit. C'est un mouvement qui est profondément ouvrier, radical. Même les manifs de la rue Gay-Lussac, vous avez tous les prolos de banlieue qui viennent rue Gay-Lussac. C'est-à-dire que, bien évidemment, vous avez un monde étudiant qui s'insurge, mais le monde étudiant, il n'est pas homogène. C'est un monde étudiant qui est passé de 100 000 à 1 million d'étudiants. C'est des fils d'ouvriers, c'est des fils de paysans. Le monde étudiant, il est hétérogène. Il y a les futurs agents du capital, les cadres du capital, qui seront les privilégiés du cursus universitaire. Mais il y a tous ceux qui, dans le cursus universitaire, vont simplement acquérir de la documentation pour être plus rentables, mieux dressés. Donc, même le monde étudiant n'est pas homogène. La lutte des classes traverse le monde étudiant entre les étudiants qui sont des futurs prolétaires et les étudiants qui sont des futurs cadres du capital. Donc, quand on vous parle de ce gigantesque monôme étudiant qui fait écran, pour ne pas parler de la radicalité ouvrière, on est en plein dans l'imposture du falsifiant. Je me souviens d'un vieil ouvrier espagnol qui me disait « Mais qu'est-ce que c'était ce foutoir ?» Nous, on avait foutu le beans partout, on envisageait de la radicalité. Je vais à la Sorbonne, je vois des clowns estudiantins avec des portraits de Mao, des portraits de Trotsky, mais on s'en branle de ces conneries-là. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un décalage entre les chefs des organisations gauchistes, qui sont devenus aujourd'hui les chefs du MEDEF. Parce que le gauchisme de la marchandise est devenu aujourd'hui le laboratoire de recherche du capital. Les prolétaires se sont insurgés pour une radicalité anti-argent, anti-État. Il n'y a pas de groupe débile, féministe, antiraciste, anti-homophobe pour qu'on s'émancipe dans la marchandise et qu'on crée une fraternité antidiscriminatoire dans la tyrannie du marché. Il n'y a pas de réformisme extrême. Ces gens-là sont des radicaux. Et quand les gens disent « élection piège à con », ils le disent dans une radicalité extrême. Les gauchistes dès 69 présentent des candidats et dans les législatives, ils se rabattent au deuxième tour sur la gauche du capital. Vous avez eu des tas de gens qui se sont suicidés. Vous avez des tas de gens qui sont partis dans la folie. Ils ne pouvaient pas reprendre le travail. Parce que l'expérience collective de cette parole qui s'était émancipée, où les gens avaient entrevu un autre monde, ça ne se négocie pas avec 200 francs de plus. 300 francs de plus. Les gens arrachaient leurs cartes de la CGT, de la CFDT, ils disaient mais vous vous foutez de la gueule du monde, on s'est battu pour autre chose. Alors, pourquoi ils s'étaient battus? Certains ne savaient pas. Après 68, il y a eu plein de débrayages sauvages. On m'a raconté un cas dans une usine où simplement une manutentionnaire s'était fait mettre sa blouse par terre. Par inadvertance, un contremaître avait foutu la blouse par terre. Tous les types de l'usine, on se fout en grève. Ils ne savaient pas où ils allaient. Ils ne désignaient pas objectivement la matérialité concrète de quelque chose vers lequel ils allaient. Ils désignaient toute la souffrance de cet emprisonnement dans l'ordre du travail, dans l'usine de l'aliénation qui faisait que tout était insupportable. Et il a fallu des mois et des mois pour que ça rentre dans l'ordre. Parce qu'il y a eu des grèves sauvages, il y a eu des séquestrations, il y a eu des sabotages. Les gens sabotaient le travail dans les usines. Dans les usines de montage auto, les gens rayaient les bagnoles. Il y avait une rage parce que c'était insupportable ce qui s'était passé. On avait remis les esclaves au travail grâce à la gauche du capital et grâce à l'extrême gauche du capital. Et donc, à partir de là, la modernité du capital s'est mise en mouvement avec non pas l'émancipation des femmes,
mais l'aliénation des femmes au travail généralisé, avec l'émancipation non pas de la sexualité féminine, mais avec la mise de la sexualité féminine au rang de la marchandisation. C'est-à-dire que l'émancipation des mœurs, c'est la mise en mouvement d'une révolution capitaliste des mœurs pour aboutir à la marchandisation totale. Avant 68, on est domestiqué, on est aliéné, on est soumis, mais le capital n'est pas rentré dans nos intimités. Il ne nous a pas mangé de l'intérieur pour faire de nous de la viande cannibale du capital. Après 68, avec la révolution des mœurs, nous devenons des objets, des chosifications absolues. Nous ne sommes plus rien que de la marchandise en mouvement.